Bonjour et bienvenue dans ce cours de traitement numérique de signaux. Donc, nous sommes dans la première phase de conversion analogique numérique, qui est la phase d'échantillonnage. Je tiens à préciser que ce cours entre dans le cadre d'une formation à distance. Les dernières années ont été marquées par le passage vers le monde numérique, avec un certain nombre d'avantages. Par exemple, un stockage aisé de l'information, puisque les signaux visuels tels que la musique, l'image, les signes biologiques, les données ici des capteurs sont des grandeurs analogiques. Il est difficile de les stocker ou de les transmettre sans dégradation. Ajoutons à ça une excellente reproductibilité des traitements. Également la possibilité de développer des fonctionnalités complexes. Également une réduction des coûts de production. Donc, le schéma synoptique suivant décrit les différentes étapes du traitement numérique et de la restitution d'un signal analogique électrique. Donc, prenons l'exemple d'un son. Donc, un capteur ici qui est un microphone, on l'appelle aussi un transducteur, qui assure la conversion d'énergie mécanique en énergie électrique. Donc, le principe, bien évidemment, il est connu. Donc, le premier bloc représente l'échantillonnage, c'est-à-dire le choix des dates auxquelles prélever des valeurs discrètes au signal analogique. TE est appelé la période d'échantillonnage. Par la suite, le deuxième bloc va représenter un convertisseur analogique numérique qui va permettre, bien évidemment, d'associer un nombre binaire, suite de valeurs 0 et de 1, grâce à ce convertisseur analogique numérique. Et ce sont bien évidemment ces bits qui seront traités par un système numérique. Donc le système numérique représente le traitement bien évidemment numérique, qui peut être par exemple un microprocesseur, un filtre numérique ou autre. Donc les valeurs binaires à la sortie de ce traitement numérique, YN, sont à reconvertir en valeurs discrètes associées à des noms NTE par l'intermédiaire d'un convertisseur numérique analogique. Donc, il reste à réaliser, bien évidemment, une opération très importante. C'est une opération inverse de l'échantillonnage, ce que réalise le filtre de restitution. Et à la fin, on peut reconstruire facilement notre message du départ grâce à un autre exemple d'une transmission ou d'une conversion analogique numérique. Ici, c'est une application médicale parmi beaucoup d'applications qui sont largement développées ces dernières années. Donc, comme vous le savez, chaque citoyen du monde peut dorénavant gérer lui-même son propre dossier médical et ceux de sa famille. De même, le médecin est capable de contrôler l'état de santé de son patient à distance, surtout pour les maladies cardiaques où le risque de crise cardiaque est élevé. Donc, comme vous voyez, il y a plusieurs capteurs placés dans le corps humain sur des endroits différents. Bon, nous avons des capteurs qui mesurent le battement du cardiaque, ce qu'on appelle un capteur ECG, des capteurs EEG qui mesurent l'activité cérébrale, un capteur EMG qui mesure l'activité musculaire, accélomètre, c'est un capteur qui mesure les mouvements, un gyroscope, c'est un capteur qui mesure les mouvements également, et puis l'oxymètre, c'est un capteur discret qui mesure le taux d'oxygénation du sang. Le thermomètre, c'est un capteur qui mesure la température, et bien évidemment d'autres capteurs. Donc ces signaux qui sont généralement des signaux analogiques seront transmis vers un bloc de conversion, un CAN, qui seront transmis vers le téléphone et par la suite vers le... On peut également citer les avantages du numérique en faisant une certaine comparaison entre une chaîne de transmission analogique classique et une chaîne de transmission numérique. Donc, il s'agit dans la première figure d'un système de transmission radio analogique qui est utilisé pour transporter une information de nature analogique d'une source vers un destinataire par l'intermédiaire d'une onde électromagnétique qui est générée par une antenne d'émission. Donc, ce système analogique nécessite un émetteur et un récepteur. Donc, malheureusement, lors de la transmission, l'information va subir une dégradation au niveau de l'émetteur, l'antenne, le récepteur et surtout le canal de transmission. Donc, le message reçu par le destinataire sera malheureusement très dégradé.
si on passe maintenant à la deuxième chaîne ou bien au deuxième système de transmission numérique radio, le message de départ, il est toujours un message analogique qui sera numérisé suite à l'utilisation d'un convertisseur analogique numérique. Cette conversion se fait avec une certaine dégradation, comme nous allons voir dans la partie numérique, mais comme nous allons voir en détail, c'est possible de maîtriser sa dégradation. Donc, juste après le CAN, nous aurons toujours les mêmes bruits dus à l'émetteur, l'antenne, le canal de transmission et le récepteur. Donc, le signal reçu par le récepteur, vu sa nature qui est maintenant numérique, sera également dégradé, sauf que nous avons la possibilité d'utiliser un comparateur qui va effectuer une correction d'erreur. Maintenant, la question la plus importante, c'est comment nous allons passer d'un signal analogique à un signal, principalement 3 grandes phases. La phase numéro 1, c'est la phase d'échantillonnage, ou ce qu'on appelle en anglais sampling. La deuxième phase, c'est la phase de quantification. Et la dernière phase, c'est la phase de codage. Bien évidemment, la phase d'échantillonnage consiste à transformer un signal qui est continu dans le temps, continu en amplitude, en un signal qui est uniquement continu en amplitude, mais qui est discret dans le temps. Bien évidemment, la quantification consiste à convertir le signal qui est maintenant continu en amplitude en un signal qui est discret en amplitude. Et le codage, bien évidemment, c'est associé à des valeurs, on va dire quantifiées, des valeurs binaires, selon le nombre de bits et selon le codeur utilisé. Nous allons nous intéresser à la première phase qui est la phase d'échantillonnage. Maintenant de cette première phase d'échantillonnage. Donc, échantillonner un signal analogique, S de T, qui est porteur d'informations, c'est prendre des valeurs de ce signal à certains instants. Bien évidemment, ces instants sont espacés par une période TE appelée une période d'échantillonnage. Nous allons utiliser un interrupteur commandé en tension qui est le composant 4016. Donc l'interrupteur sera commandé de manière alternative par un signal d'horloge. Lorsqu'on enferme un temps T0 l'interrupteur K, le condensateur mémorise pratiquement les 95% du signal analogique, qui est normalement une tension analogique d'entrée. Cette mémorisation va se faire au bout d'un temps de réponse TR. Lorsqu'on ouvre l'interrupteur K, la valeur du signal à l'instant T égale à 0, ou bien la valeur de la tension, est conservée si le condensateur ne se décharge pas. C'est une condition qui est très importante. Donc, si on veut que le condensateur ne se décharge pas, il est nécessaire d'utiliser en sortie d'un amplificateur opérationnel idéal à grande impédance d'entrée et qui est monté en suiveur. Ceci va permettre de préserver le signal que nous allons échantillonner. Commençons tout d'abord par le premier échantillonnage qu'on appelle échantillonnage idéal. Donc, c'est vrai que c'est un échantillonnage, il n'a pas d'existence physique, parce qu'il n'est qu'approximativement réalisable, et étant donné qu'ils utilisent des impulsions ou le pen du Dirac, qui sont des impulsions infiniment courtes. Donc, échantillonner un signal d'une manière idéale consiste à prendre la valeur du signal S de T au cours d'une période d'échantillonnage. Donc, mathématiquement, l'échantillonnage idéal, comme nous allons voir, il va consister à une multiplication entre le signal S de T et le pen du Dirac. Mais avant de faire ce calcul-là, on doit tout d'abord s'assurer que le signal S de T, qui est notre signal analogique, purement analogique, qui est continu dans le temps et continu en amplitude, a sa transformée de Fourier, qui est le spectre, et que ce spectre-là, il est limité. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle un spectre à support borné. Donc, un signal est dit à spectre ou bien à support borné
c'est lorsque le signal est nul en dehors d'une certaine plage de fréquence. C'est une définition qui est également appliquée dans le temps. Donc, si le signal il est vraiment il a un spectre qui a un support borné, c'est ce qu'on veut. Mais sinon, on doit appliquer un filtre passe-bas afin de le rendre à support borné. L'échantillonnage idéal consiste à multiplier le signal analogique avec le pin de Dirac. Donc le pin de Dirac, c'est une série d'impulsions de Dirac qui est périodique, qui se produit au cours d'une certaine durée TE. TE, comme j'ai dit, c'est la période d'échantillonnage. Donc le résultat de cette multiplication, c'est ce qu'on appelle le signal échantillonné, que je peux l'exprimer par la relation 1. Donc, d'après la relation 1, notre signal échantillonné, et d'après la figure, c'est une suite de pics de Dirac dans le poids, dans la taille, dans l'amplitude. Elle dépend bien évidemment du signal initial aux instants KTE. Appliquons maintenant cette relation de transformation de delta, du pic de Dirac. On va trouver que notre signal échantillonné va s'exprimer comme étant cette sommation entre le signal S de t et le delta de t moins KTE, qui est finalement un produit entre le signal S de t avec le pin de Dirac. Je note ça comme une relation numéro 1. Maintenant, le grand souci des traiteurs de l'information, c'est est-ce que l'échantillonnage idéal a touché ou non notre information de départ, qui est le signal S de t. Donc on peut formuler ce souci par une certaine question. Est-ce que le signal échantillonné SE de t, ou bien SE de KTE, vu que le temps n'est plus une variable continue, donc est-ce que ce signal échantillonné contient-il la même information que le signal S de t? C'est-à-dire, il faut faire une certaine comparaison entre le signal échantillonné et le signal initial pour s'assurer que cet échantillonnage n'a pas touché l'information de départ. Donc cette question, elle a été posée dans le temps, je peux la poser dans le domaine fréquentiel, étant donné que le passage du domaine temporel au domaine fréquentiel ne change pas dans la nature de l'information. D'accord? Donc la question, elle est formulée dans le domaine fréquentiel sous la forme suivante. Est-ce que le signal échantillonné SE de F de SE de T, est-ce qu'il contient la même information que le signal S de F de S de T? Là, j'ai pris la transformée de Fourier du signal échantillonné dans le temps, qui est la transformée de Fourier de ce produit entre le signal S de T et le pin du Dirac. Comme la transformée de Fourier, c'est un produit, c'est un produit de convolution des transformées de Fourier de chaque signal, c'est-à-dire je me retrouve avec la transformée de Fourier du signal échantillonné dans le domaine temporel, c'est la transformée de Fourier du signal S de t, étoile, transformée de Fourier du pin de Dirac. Donc, le bagage vu dans la partie transformée de Fourier, on peut dire que notre signal échantillonné dans le domaine fréquentiel n'est autre que le produit de convolution entre le signal S de F avec le pin de Dirac. En utilisant à nouveau une autre propriété de Dirac, cette fois-ci dans le domaine fréquentiel, donc notons bien que les propriétés de Dirac s'appliquent bien évidemment dans le domaine temporel, dans le domaine fréquentiel, dans le domaine spatial, ils sont toujours valables. Donc en utilisant cette propriété de produit de convolution entre le signal S de F et le delta translaté, delta de F de moins A, on va l'injecter dans la relation 2 et le résultat, c'est qu'on se retrouve avec une nouvelle expression du signal échantillonné dans le domaine fréquentiel que j'ai noté la relation 3. Donc par conséquent, comment je vais lire cette relation-là? Donc je vais la lire en disant que le spectre du signal échantillonné s'obtient en périodisant avec une période égale à f de e
sur l'axe des fréquences, la transformée S de f de Fourier du signal initial S de t multiplié par Fe. C'est-à-dire que le signal échantillonné n'est autre que la somme des transformées de Fourier du signal initial, mais qui sont périodiques avec une certaine période f de e, et l'ensemble, il sera multiplié avec cette constante f de e. Donc, le résultat graphique, ça représente cette relation 3. Donc, vous avez à gauche le signal S de f, et vous avez à droite votre signal S de f, et vous voyez clairement que le signal S de f, c'est la forme S de f qui a été produisée, qui a été copiée de la même manière, d'une manière périodique, au cours d'une certaine fréquence, qui est la fréquence d'échantillonnage. La figure précédente a été représentée d'une manière au hasard. Donc j'aurais dû mettre ou de faire un chevauchement entre les différents S de f moins KFE. Et donc la réponse, c'est M. Shannon qui va nous dire que si vous voulez que la répétition périodique du spectre du signal échantillonné ne déforme pas le motif répété, c'est-à-dire si on veut éviter le chevauchement entre les différents S de f moins KFE, la condition sine qua non, c'est il suffit que la fréquence de répétition E, qui est bien évidemment une fréquence d'échantillonnage, soit égale ou supérieure à 2 fois la fréquence maximale du signal initial Fmax. Donc c'est une relation, c'est une inégalité qui est largement utilisée et qui prend le numéro 4. Donc c'est une relation Fe supérieure à 2 fois Fmax. Donc Fmax, c'est la valeur, ou bien c'est la fréquence maximale, 2 fois Fmax, c'est la plage maximale de fréquence du signal. Donc pour une fréquence d'échantillonnage fixée égale à Fe, donc la fréquence limite Fe sur 2, c'est la moitié, est appelée fréquence de Shannon ou bien fréquence de Nyquist, ou bien on l'appelle encore fréquence de repliement, qui correspond à la fréquence maximale admissible dans le spectre du signal afin d'éviter les distorsions du spectre. Donc j'ai donné un exemple, c'est l'exemple que vous voyez à droite, en bas, c'est la non-utilisation, le non-respect du théorème de Shannon, et le résultat, c'est que nous avons un chevauchement entre les différents S de f moins KFE, et si on veut vraiment comparer notre signal échantillonné avec notre signal de départ, il faut mettre un filtre passe-bas. Mais si je place le filtre passe-bas, malheureusement, je ne vais pas retrouver mon information de départ. Donc c'est une condition qui est très importante, il faut toujours la respecter, et à chaque fois qu'on veut échantillonner un signal, une information, il faut bien vérifier est-ce que la condition de Shannon est respectée. Maintenant, la question qu'on va poser, est-ce qu'on peut retrouver notre signal S de t à partir du signal échantillonné dans le temps, bien évidemment. Donc on va répondre à cette question toujours dans le domaine fréquentiel. C'est pour cela qu'on va faire l'extraction du signal initial à partir du signal échantillonné de deux manières différentes. Donc c'est ce que j'ai appelé l'extraction du signal initial numéro 1. Donc en supposant que le signal initial a spectre bordé par la fréquence maximale et que la condition de théorème de Shannon est remplie, le spectre de base SE0 de F, c'est-à-dire le motif central de SE, on peut l'isoler facilement en prenant la relation 3 et en prenant la valeur k égale à 0, donc ça va nous donner la relation 5. En appliquant la transformée de Fourier inverse, on obtient une nouvelle relation SE0 de t égale à FE S de t, que je vais noter comme relation 6. Passons maintenant à une deuxième extraction du signal qui se base sur l'utilisation d'un filtre passe-bas idéal. Donc, je peux isoler SE0 de F d'une
notre manière en utilisant un filtre passe-bas idéal de fréquence de coupure FE sur 2. Donc, cette opération de filtrage, c'est-à-dire, consiste à multiplier notre signal SE de F avec un filtre passe-bas idéal, qui est dans notre cas, c'est une fenêtre, c'est un signal porte dans le domaine fréquentiel qui a une certaine durée FE. J'ai présenté l'opération de filtrage sur la figure suivante. Donc, si on veut isoler le SE0 de F, le motif central, le centre de SE de F, on va multiplier avec un filtre passe-bas idéal. Donc, j'ai dit que ce filtre passe-bas, c'est une fenêtre, c'est une fonction fenêtre. Donc, le résultat, c'est que SE0 de F, c'est un produit normal entre SE de F et la fonction porte. Et je vais appliquer dans ce cas-là la transformée de Fourier inverse. Donc, la transformée en Fourier inverse de SE0 de F, c'est la transformée de Fourier de ce produit normal qui devient un produit de convolution. On va essayer d'utiliser une propriété de dualité qui permet d'obtenir facilement de nouvelles paires de transformées de Fourier à partir des paires déjà connues. C'est-à-dire, nous avons calculé précédemment la transformée de Fourier d'une fenêtre ou d'une fonction porte. On a trouvé un sinus cardinal. On va utiliser cette propriété de dualité pour dire que la transformée de Fourier d'un sinus cardinal, c'est toujours une fonction porte. Ou bien, je reformule ça en disant que la transformée de Fourier de son porte n'est autre qu'un sinus cardinal. Donc, c'est ce que j'ai utilisé. Donc, j'obtiens un SE0 de t qui est finalement une sommation de SK de TE avec le delta de t moins KTE. Donc, c'est facile de refaire ce calcul-là. Donc, tout ce calcul-là se base sur l'utilisation des propriétés de Dirac. La relation précédente sera transformée en relation 8 en appliquant cette relation de transformation de Dirac, qui est cette fois-ci un produit de convolution entre une fonction delta de t moins a et la fonction f alpha de t, qui va nous donner f de alpha de t moins 1. Donc, en faisant une idée, donc ça c'est la partie la plus importante. Si je prends les deux isolations, qui ont donné deux relations différentes, la relation 6 et la relation 8, si je compare les deux relations, je peux tirer que le signal S de t, c'est une sorte de sommation de SKTE avec cette fonction sinus cardinal de PFE t moins KTE. Donc, ce résultat il est très important. C'est-à-dire, il montre que on peut facilement reconstruire notre signal S de t à partir des échantillons SKTE en utilisant ce qu'on appelle une méthode mathématique très connue, c'est la méthode d'interpolation. Donc, cette méthode d'interpolation, on va l'utiliser on part des sinus cardinaux. Donc, c'est une interpolation idéale. Bon, malheureusement, elle n'est pas du tout utilisée en pratique. Donc, on préfère des systèmes plus simples comme l'interpolateur d'ordre 0 ou l'interpolateur d'ordre 1. D'accord ? Et par conséquent, on peut facilement reconstruire notre signal S de t à partir des différents morceaux, mais en les multipliant avec cette fonction d'interpolation. Et on va voir que même si on fait cette multiplication, on aura un problème au niveau de passage vers le signal analogique. C'est la raison pour laquelle nous allons utiliser à la fin un filtre qui va lisser la courbe. Passons maintenant au deuxième échantillonnage qui s'appelle échantillonnage naturel. Donc la courbe suivante représente ce type d'échantillonnage. Donc le signal échantillonné d'une manière naturelle sera constitué alors d'une suite d'impulsions distance de TE et de largeur tau. Donc ici, qu'est-ce qu'on a appliqué? Donc c'est pratiquement la même méthode. Donc le signal échantillonné dans le temps, c'est toujours une sorte de multiplication entre le signal initial S de t, mais cette fois-ci, on va multiplier ce signal-là avec une nouvelle série d'impulsions qui est, on va dire, réalisable.
c'est-à-dire c'est une certaine durée, c'est une certaine impulsion, c'est une série d'impulsions qui possède une certaine durée tau et qui est répétitive au cours d'une certaine période TE. L'amplitude de ces impulsions sera égale à celle du signal S de t pendant la durée tau. Non, d'après la figure, vous voyez que votre signal échantillonné, qui est constitué par les différents morceaux, donc ces morceaux, ils ont la même amplitude que celle du signal initial. Malheureusement, l'échantillonnage naturel n'est pas réalisable, mais il constitue une étape de calcul intermédiaire nécessaire à la compréhension de deux autres échantillonnages qui sont effectivement réalisés. Et passons maintenant aux deux derniers échantillonnages qui sont réalisables et qui sont très utilisés, ce qu'on appelle échantillonnage régulier ou bloqueur et l'échantillonnage moyenneur. Donc les deux échantillonnages se basent également sur l'utilisation d'une série d'impulsions, toujours une série d'impulsions réalisables, qui est distance de TE et qui possède une certaine largeur tau. Donc la différence entre l'échantillonnage régulier et l'échantillonnage moyenneur, c'est au niveau de l'amplitude des échantillons. Donc dans le premier d'un échantillonnage régulier, l'amplitude de l'impulsion, ou bien l'amplitude de ces impulsions sera égale à SNTE pendant la durée tau. C'est-à-dire que la première amplitude de l'échantillon sera la même pendant tout l'échantillon. Tandis que quand à l'échantillonneur moyenneur, qui utilise toujours la même série d'impulsions, sauf que l'amplitude de ces impulsions sera égale à la moyenne de S de t sur l'intervalle tau. C'est-à-dire que je prends un échantillon. Cet échantillon, il possède deux valeurs moyennes extrêmes, deux valeurs extrêmes, une valeur inférieure, une valeur limite inférieure, une valeur limite supérieure. Ce que nous allons faire, c'est de calculer la valeur moyenne de ces deux valeurs et ça sera la valeur prise par chaque échantillon. Maintenant que nous sommes devant deux types d'échantillonnage, l'échantillonnage régulier ou l'échantillonnage, on va dire, bloqueur et l'échantillonnage moyenneur, comment nous allons faire le choix et comment on va le faire? Bien évidemment, le choix se fait selon deux critères. Le premier critère, ce sont les moyens techniques dont nous disposons en tant que laboratoire. Et le deuxième critère, c'est la déformation tolérable lors de la restitution du signal. Bon, dans les deux cas, les deux échantillonnages, comme on va voir, ils vont provoquer des déformations. Mais celle qu'on peut la tolérer. Donc, ce choix, comme j'ai dit, va dépendre bien évidemment de la déformation tolérable. La modélisation de l'échantillonnage réel, maintenant que ce soit naturel, moyenneur ou régulier, qui utilise des impulsions distance TE et de largeur tau, on fait en prenant une fonction porte de largeur tau et qui est périodique avec une certaine période TE, que va l'appeler dorénavant le signal I de durée tau et qui se répète pendant les périodes TE, qu'on peut l'exprimer mathématiquement par la relation 10. Donc d'après la relation 10, on voit bien que le signal I, c'est une série d'impulsions répétitives qui possède une durée tau et qui se produit au cours d'une certaine période. On va utiliser toujours une propriété de périodisation avec le peigne de Dirac et le produit de convolution, ce qui va nous donner que notre signal I de TE de tau, finalement, en essayant de jouer sur les relations mathématiques précédentes, c'est un produit de convolution entre la fonction porte de durée tau à l'instant t et la fonction peigne de Dirac à l'instant. En appliquant la transformée de Fourier à la relation précédente qui porte le numéro 11, on va trouver
notre nouveau signal dans le domaine fréquentiel, c'est le grand I de f, qui s'exprime par la relation 12, et en appliquant également les relations de transformation entre le delta et le sinus, on peut se retrouver avec une nouvelle relation, avec une nouvelle expression, 13. Prenons maintenant le premier cas de l'échantillonnage naturel. On va essayer maintenant de multiplier le signal S de t avec la série d'impuissants qui est réalisable, c'est le petit i, ce qui va nous donner, en remplaçant le i par son expression précédente, ce qui va nous donner la relation 14. En appliquant la transformée de Fourier, on obtient un signal spectral SE de f qui est donné par la relation 15. De la même manière, en appliquant la propriété entre le S de f et le delta de f avec ce produit de convolution, donc une relation que nous avons déjà vue précédemment, je répète, S de f étoile delta de f moins 1. Ça va nous donner un SE de f qui est donné par l'expression suivante. Donc l'intérêt de cette étude, et l'intérêt majeur de cette étude, c'est de savoir si cet échantillonnage naturel provoque ou non une déformation du spectre par rapport à l'échantillonnage idéal. L'échantillonnage idéal, on a pu restituer notre signal de départ en utilisant un filtre passe-bas qui possède une certaine largeur fréquentielle FE et par conséquent, on a pu conserver la totalité de notre information contenue dans notre signal initial. Donc, par application du filtrage ou d'un filtre passe-bas, on a pu isoler le motif central, ce qu'on appelle le SE0 de f, qui nous a donné une relation numéro 17. Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est que dans le cas de l'échantillonnage naturel, utilisant une impuissance de largeur non nulle, donc il est possible d'obtenir le spectre du signal initial avec un filtre passe-bas idéal. Et la relation 17 nous montre que la proportionnalité entre les deux spectres et on va dire un petit décalage, on va dire une constante taux f de E. Et cette proportionnalité montre que l'échantillonnage naturel n'introduit pas de déformation. Donc cet échantillonnage naturel correspond tout simplement à une augmentation de la durée d'observation du signal. Maintenant, passons au deuxième échantillonnage régulier au bloqueur. Donc, cette fois-ci, notre signal S de t sera remplacé par le signal SKTE. D'accord? Et par conséquent, en appliquant quelques relations de transformation entre peine de Dirac et la fonction porte, donc on peut facilement montrer le lien entre la relation 18 et la relation 19. Et en appliquant à la relation 19 la transformée de Fourier, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver la relation 20 qu'on peut la développer en relation 21. Maintenant, de la même manière que précédemment, dans la méthode de l'échantillonnage naturel, donc le spectre initial est extrait par un filtre passe-bas de largeur FE et la relation qui lie le spectre de base initial échantillonné SE0 et celui de S de F, ça nous donne la relation 22. D'accord? Donc, il suffit de s'arrêter un instant pour voir un petit peu comment il est la relation entre le SE0F, c'est-à-dire le motif central du signal échantillonné, et le signal S de F, c'est-à-dire c'est une sorte de comparaison et c'est une sorte de s'assurer, c'est une manière de s'assurer que cet échantillonnage, est-ce qu'il a provoqué ou non une dégradation du signal initial. Donc, d'après la relation 22, à part le facteur, le taux F de E, donc le spectre SE0 de F, il n'est plus identique à S de F. Puisque son amplitude, on trouve qu'il y a quand même une modification au niveau de l'amplitude. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? C'est que l'échantillonnage régulier
introduit donc une déformation par rapport à l'échantillonnage idéal au naturel. Donc cette déformation, elle est traduite par ce sinus cardinal de pi tau fois f. Donc cette distorsion reste petite dans le cas où la durée d'échantillonnage est faible devant la période d'échantillonnage. De la même méthode, on va passer à l'échantillonnage moyenneur. Et donc toujours la même question et le même souci, est-ce que l'échantillonnage va provoquer ou non une déformation de notre signal de départ? Donc la seule différence maintenant entre l'échantillonnage moyenneur et l'échantillonnage régulier, c'est l'utilisation du signal S de T. Donc l'échantillonneur moyenneur donne des échantillons qui correspondent à la valeur moyenne de S de T. C'est-à-dire le S de T sera dans notre cas, c'est SKTE qui est une certaine valeur moyenne. La relation 23, ça représente une certaine valeur moyenne qu'on peut la calculer. Et en utilisant la fonction porte, la relation 23 devient une nouvelle relation 24. C'est-à-dire le passage entre la relation 23 et la relation 24, elle est justifiée. Donc cette expression représente le produit de convolution de S de t avec la fonction porte pi de tau de t autant KTE. D'où on obtient une relation finale qui est la relation 27. En appliquant maintenant les relations de transformation, donc ce n'est pas la peine de refaire le calcul, hein, ce sont les mêmes méthodes. On va trouver finalement à la relation 30, par la relation 30, qui est SE0 de F, qui a été trouvée en appliquant un filtre passe-bas idéal de largeur FE. On a trouvé cette relation 30, qui est une relation qui relie entre le motif central du signal échantillonné dans le domaine spectral et le signal S de F qui traduit le spectre du signal initial. Et maintenant, il suffit de faire la comparaison entre le signal SE0 de F et S de F pour essayer d'extraire toutes les informations sur cet échantillonnage. Est-ce qu'elle a touché l'information et est-ce que cette déformation, est-ce qu'on peut l'accepter ou non? Dans l'avant-dernier slide, on représente quelques valeurs usuelles et quelques chiffres sur les fréquences d'échantillonnage. Donc, je rappelle que le choix de la fréquence d'échantillonnage dépend de l'information véhiculée par les signaux. Bon, sachant que un signal, c'est une présentation mathématique, physique d'une information. Alors, si je prends le cas de la téléphonie, donc la fréquence d'échantillonnage choisie est de 8 kHz, car le spectre de la voix pour une conversation téléphonique s'étend globalement, ou pour une conversation générale, s'étend globalement de 300 Hz à 3,4 kHz. Donc pour la radio FM, le son est échantillonné à la fréquence de 32 kHz. En ce qui concerne la restitution musicale, le format CD sorti dans les années 80 fonctionne avec une fréquence d'échantillonnage de 44,1 kHz. Donc le choix de cette fréquence repose sur des études montrant que l'oreille humaine n'entend pas des fréquences supérieures à 20 kHz. Donc avec ce support, on ne transmet alors théoriquement que des fréquences inférieures à 22,05 kHz. Pour atteindre des meilleures qualités sonores, les nouveaux supports tels que le DVD ou le DVD Blu-ray et les enregistrements studio sont réalisés à des fréquences d'échantillonnage autour de 48 kg, 96 kHz. Et finalement, pour la vidéo, la fréquence d'échantillonnage est autour de 10 MHz. Passons maintenant au dernier slide qui représente une chaîne pratique de numérisation d'un signal analogique et la nécessité d'ajouter un filtre anti-repliement à l'entrée. Donc on peut se poser la question pourquoi? Donc les signaux réels ne possèdent pas une bande passante limitée. Donc en effet, à cause du bruit de fond, ces derniers occupent un spectre qui est très large. Donc pour éviter tout problème lors de l'échantillonnage, il faut alors filtrer le signal d'entrée avant qu'il ne soit échantillonné pour que la condition de Shannon soit respectée. Alors, si on ne fait pas attention à ça, si on ne fait pas de filtre anti-repliement,
il se peut que l'échantillonnage ne va pas respecter la fréquence de Shannon. Et c'est le rôle de filtre anti-repliement qui va faire toute cette opération-là pour pouvoir assurer une très bonne conversion d'un signal analogique S de T vers votre signal numérique ISS2.